Chers collègues, mesdames, messieurs, chers amis, c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir ici au Collège de France pour la première manifestation scientifique de l'initiative Avenir commun durable. Il s'agit d'un colloque qui porte le titre « Changement climatique, transition et adaptation ». Et c'est la première manifestation d'une longue série d'événements et d'actions qui s'étalera sur plusieurs années et qui s'accompagne également de la création de la chaire annuelle Avenir commun durable, dont le premier titulaire est Christian Gaulier, présent aujourd'hui, qui interviendra lors de ce colloque et qui donnera sa leçon inaugurale très bientôt. Je ne me souviens plus, c'est le 9 décembre. Voilà, notez-le déjà. Le Collège de France est l'endroit idéal pour accueillir cette initiative, non seulement parce qu'elle émane d'un de nos collègues, Jean-Marie Tarascon, mais aussi parce qu'elle fait appel à la transdisciplinarité, qui est un des points forts du Collège de France. Les professeurs titulaires des chaires couvrant des domaines fort variés ne travaillent pas d'une manière isolée, mais sont en contact permanent avec leurs collègues, ce qui produit un croisement et un enrichissement mutuel de nos disciplines. Ainsi, lorsque notre collègue Jean-Marie Tarascon a proposé l'initiative Avenir commun durable, il a immédiatement suscité l'intérêt et l'engagement d'un nombre important des professeurs du Collège de France, professeurs qui travaillent dans des domaines très divers, comme la chimie, la biologie, le droit, l'histoire, la sociologie, l'archéologie, l'économie, les mathématiques, etc. Donc, dès le départ, 12 professeurs ont rejoint l'initiative en jugeant nécessaire une réflexion du Collège de France sur les changements climatiques auxquels nous sommes confrontés et sur la question de savoir comment faire face à ce changement. La déclaration finale de la COP26, qui s'est fixée comme objectif de ne pas dépasser un réchauffement de 1,5%, est-elle réaliste? Cet objectif peut-il être atteint? Les larmes aux yeux, le président britannique de la COP, Alok Sharma, s'est dit profondément désolé par des changements de dernière minute qui donnent à la déclaration finale une forme de déclaration d'intention. Boris Johnson, hôte de la COP26, expliquant qu'il était, je le cite, « minuit moins une sur l'horloge de l'apocalypse », a commenté le résultat final en disant « Ma joie est teintée de déception ». Face à ce bilan mitigé, on peut soit se contenter d'exprimer ses sentiments, soit adopter un langage apocalyptique, ou alors, et c'est le but de l'initiative ACD, d'entrer dans une réflexion scientifique sur ces questions. La réflexion scientifique signifie évidemment prendre au sérieux la complexité de la question et non opposer les bons aux méchants et brosser des tableaux en noir et en blanc. Dans le contexte actuel, dominé par les fake news ou des vérités alternatives, il est plus que jamais nécessaire de faire connaître des données et observations scientifiques et de mettre ces données à la disposition et au service de toutes et de tous, décideurs politiques, entreprises, citoyens et surtout la jeunesse, qui, elle, sera en effet confrontée aux conséquences des actions ou des manquements d'action que nous allons prendre ou pas prendre aujourd'hui. Hier soir, pour lancer l'initiative Avenir commun durable, une enquête Ipsos a été présentée sur cette enquête qui a sondé un panel d'environ milliers de jeunes de 18 à 35 ans sur le thème du changement climatique et d'autres aussi. On constate en effet que c'est le réchauffement climatique qui arrive en tête des thématiques scientifiques qui intéressent les jeunes, donc 80%. Mais en même temps, 47% de ces jeunes pensent que la réalité de ce réchauffement n'a pas été démontrée scientifiquement. Et 55% déclarent de ne pas bien connaître la signification de l'expression « empreinte écologique ». 4 jeunes sur 5 déclarent, par contre, faire confiance aux chercheurs pour leur fournir des informations objectives. Mais ces informations impliquent nécessairement des constats d'incertitude. Une forte incertitude demeure en effet
sur le temps de maturation, voire celui de l'émergence des technologies nécessaires pour réaliser la transition écologique. On peut évidemment se contenter de qualifier ces discussions scientifiques de blabla, mais mettre en avant les exigences sans fondement scientifique engendrées par des angoisses totalement compréhensibles n'est pas une réponse adéquate aux défis qui sont devant nous. Une réflexion sur le changement climatique et la transition écologique doit aussi impliquer les sciences humaines et sociales. Sur le plan de l'histoire, on peut observer que nos sociétés ont connu des bouleversements climatiques importants dans le passé, comme des périodes de sécheresse au Proche-Orient au premier millénaire avant l'ère chrétienne, ou ce qu'on appelle parfois le petit âge glaciaire qui a affecté l'Europe au XVIIe siècle. En ce qui concerne notre situation actuelle, elle dérive, au moins en partie, d'une certaine compréhension du premier chapitre de la Bible. Dans le premier récit de la création, il est dit que Dieu crée l'être humain à son image. Il créera l'être humain, mâle et femelle. Donc ça, c'est une autre chose intéressante. Donc mâle et femelle à l'image de Dieu, en donnant à ce premier couple l'ordre « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Une certaine lecture de ce texte a en effet considéré l'homme comme étant maître de la nature, qu'il peut exploiter et transformer selon ses désirs. L'historien américain Lynn Townsend White publia en 1967 dans la revue American Science l'article intitulé « Les racines historiques de notre crise écologique », où il émet la thèse suivante. La crise écologique a été rendue possible par l'émergence, au cours du Moyen Âge, d'une certaine interprétation du livre de la Genèse par le christianisme, qui en a fait, et je le cite, « la religion la plus anthropocentrique que le monde ait connue ». De cette matrice chrétienne serait issue toute notre modernité, basée sur un rapport à la nature fait d'exploitation et de brutalité. Cette thèse a été beaucoup discutée, mais elle me semble au moins partiellement pertinente. Comme le souligne White, il s'agit d'une certaine interprétation, ces termes despotiques du mythe biblique de la création. Il est sans doute intéressant de rappeler qu'il existe un deuxième récit de la création, selon lequel le premier être humain, Adam, est fabriqué à partir du sol, de la glaise, Adama, à laquelle il est donc intrinsèquement lié. À noter également que selon les deux mythes bibliques de la création, les hommes et les animaux sont créés végétariens et que la soumission de la terre n'implique donc pas la mise à mort des animaux. On pourrait continuer à s'interroger sur l'intention de ce premier chapitre de la Genèse, ce que je ne ferai pas aujourd'hui. Il s'agissait seulement de montrer que nous devons aussi analyser certains fondements idéologiques et certaines visions du monde, ainsi que la place de l'être humain dans ce monde, ces éléments étant liés d'une manière ou d'une autre à la situation écologique actuelle. Le colloque d'aujourd'hui, que Patrick Boucheron vous présentera dans un instant, fera en effet dialoguer des professeurs en sciences humaines et en sciences dites exactes. Je ne sais pas s'il y a des sciences exactes, mais ça c'est un autre sujet. Pour mettre en avant cette nécessité de faire enquête, de dialoguer, de confronter des idées et des résultats scientifiques, ce colloque se présente sous forme non pas de conférences, mais de 4 dialogues qui feront intervenir différentes compétences et disciplines enseignées au Collège de France. Ces dialogues seront animés par 2 journalistes, Catherine de Coppet et Caroline Lachowski, qui veilleront à l'importance de ce qu'on appelait jadis la vulgarisation ou la valorisation des disciplines scientifiques. Je voudrais une fois de plus remercier les différents mécènes qui ont permis au projet Avenir commun durable de se réaliser. Un grand merci à Jean-Marie Tarascon, qui est à l'origine du projet, et à tous mes collègues qui portent ce projet. Je vous remercie de votre attention et je passe maintenant la parole à Patrick Boucheron,
qui vous en dira davantage sur ce colloque et ses enjeux. Merci.